Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Où j'aurais plutôt dû dire hola que tal parce que ça va faire 2 semaines que je suis en Espagne. Et d'ailleurs, je vous enregistre ça à l'extérieur juste avant de prendre mon avion. Donc on aura fait 2 gros week-ends à Alicante. Je vais vous expliquer ça un tout petit peu plus en détail dans l'introduction. Mais avant, aujourd'hui, on plonge dans le dur avec Nicolas. Si vous traînez dans l'immobilier, vous le savez, le juridique, c'est souvent ce qui fait la différence entre une opération rentable et un naufrage. Et donc Nicolas, il a passé 10 ans en tant que commissaire de justice. Pour ceux qui ne le savent pas, les commissaires de justice, c'est la nouvelle appellation des huissiers de justice. Et c'est un concours qui est un examen qui est très compliqué à obtenir et donc un des premiers points dont on va parler avec Nicolas, c'est comment est-ce que on quitte parce qu'aujourd'hui il a quitté ce métier pour créer sa plateforme de Calimo, hem, qui est une plateforme de gestion locative. Donc voilà, on va parler des vrais dossiers, on va parler comment sécuriser un permis de construire grâce à un commissaire de justice, pourquoi la procédure d'expulsion en France, elle prend réellement 24 mois. On fera aussi un point précis sur la réforme visale qui est sortie en début 2026 et qui change pas mal la donne pour les nouveaux contrats. Et Nicolas, il nous expliquera aussi pourquoi, du coup, il a quitté sa charge d'officier ministériel et comment il gère aujourd'hui, du coup, ses responsabilités. Il est aussi marchand de biens et on parlera de la TVA. Donc voilà, beaucoup de sujets. Pour rien vous cacher, du coup, on parlera dans une deuxième partie de l'épisode de Calimo, la plateforme que Nicolas a créée. Et je vous mets tout de suite en description un code. Vous avez 15% avec BBP15. Et en fait, moi, l'épisode, je l'ai tourné il y a quelques semaines. Et entre-temps, j'ai fait rentrer un nouveau locataire, donc j'ai testé la plateforme. Voilà, il m'a pas donné accès gratuitement, j'ai payé hein, tout ça, mais pour créer un bail, avant j'utilisais une plateforme qui s'appelait SmartLock et en fait c'est pour générer les baux et pour les faire signer et je pense que ça me coûtait 27 € et là j'ai payé beaucoup moins cher, surtout avec le code que je me suis auto-appliqué, un BBP15 et et je trouve que c'était vraiment bien fait. Faut prendre après c'est comme toujours, vous pouvez pas créer un bail de zéro en 1 minute. Donc il faut importer, en fait, il faut créer le bien sur la plateforme, donner les caractéristiques, indiquer bien sûr les coordonnées, du nouveau locataire, les équipements de l'appartement et cetera et ensuite ça vous génère un bail et de là vous pouvez faire la signature électronique. Donc moi j'ai trouvé ça, très bien fait. Donc là je vais la tester, c'est un logement, si vous me connaissez, depuis longtemps, vous le savez, en fait, je gère très, très peu de mes logements en direct. J'en gère, je crois, seulement 4 ou 5. Et là, c'est un logement que je vais gérer en direct. Et donc, j'ai testé comme ça avec Calimo. Donc pour l'instant, après, le locataire est rentré au 1er mai. Donc voilà, on a pu faire le bail. Tout s'est bien passé en utilisant la plateforme. Après, je peux pas vous donner pour l'instant mon retour très long terme sur la plateforme, mais pour en tout cas faire rentrer le locataire, ça a été bien utile. Pour le reste, je vais vous faire un petit topo. Vous savez, j'ai toujours 1 million de choses à vous raconter. Donc première chose, là, je suis du coup sur la fin. Donc on est lundi après-midi, 18 mai, donc 2 jours avant la sortie voire 36 heures avant la sortie du podcast. Donc vous voyez, je suis pas en avance. On sort de 2 week-ends très intenses à Alicante. Premier week-end, on était 15, 2e week-end, on était 14. Je vous ai déjà fait un topo sur le premier week-end la semaine dernière. Là, du coup, on était très contents. Il y a des personnes qui sont venues de partout. Il y en avait de Budapest, il y en avait des Baléares, il y en avait de quatre coins de la France, de Picardie, de certains originaires de Bretagne, même s'ils s'en sont temporairement éloignés. Il y avait du coup Fred, Anthony, Thomas, Alex, Benoît, Stéphane, et chez les femmes, Aline, Pauline, Perrine et Gwenaëlle. Et ça fait super plaisir de passer du temps ensemble, de faire des échanges, de façon un peu informelle. Alors parfois on fait des ateliers sur lesquels on discute d'un point précis de l'immobilier. Donc il y a des personnes qui avaient un ou deux biens et puis d'autres ça se compte par dizaines, des marchands, des investisseurs locatifs. Voilà, il faut se dire que dans aucun monde, si les réseaux n'existaient pas, si le podcast n'existait pas, on n'était pas amené à passer du temps ensemble. Et là, voilà, ça a vraiment
bah, ça crée des nouvelles relations, ça crée des nouvelles opportunités. Ça parle de sujets qui sont très spécifiques, très précis. Par exemple, je peux vous donner un quelque chose qui a été discuté, ce matin avant qu'on parte. En fait, et dont je n'étais pas conscient alors que pourtant, j'en ai passé des heures à faire, des recherches de la veille et puis surtout, à gérer des centaines de locataires. C'est qu'en fait, si, vous, en tant que propriétaire, vous signez un bail pour 2 personnes, une des 2 personnes peut décider de sortir du bail et du coup, vous pouvez y aller seulement solidaire apparemment pendant 6 mois, du loyer et du coup, si par exemple vous louez à un couple, ou des personnes qui se présentent comme un couple et qu'il y en a un des 2 qui a des très faibles revenus, voire pas de revenus, et ben, il peut soit c'est un vrai couple qui peut se séparer, soit il peut y avoir une entourloupe. En fait, c'est pour trouver le logement pour quelqu'un qui n'a pas les ressources financières ou le statut pour louer un appartement. Donc c'est quelque chose qui est assez dangereux quand on sait comme c'est compliqué de sortir un locataire d'un logement, quelqu'un qui payerait pas. Mais en tout cas, voilà le genre de tips dont je n'avais jamais entendu parler, qui existe, enfin de tips, voilà, quand des côtés locataires. Et du coup, bah faites bien attention quand vous louez à 2 personnes. Alors l'idée serait, je pense, enfin moi ce que je vais faire maintenant je vais essayer de voir si c'est un vrai couple. Par exemple, je vais peut-être aller sur Facebook ou WhatsApp, voir la photo s'ils sont ensemble, etc. Et ben regarder les revenus à la fois du couple en cumulé, mais également et surtout si vous êtes dans des villes tendues, ça doit se savoir, également les revenus, bah, surtout de la personne qui a les plus faibles revenus, pour vous garantir que votre loyer pourra être payé, heu, le cas échéant, si un des 2 s'en va. Donc voilà pour le genre de tips qu'on peut se partager. Donc ça nous a fait super plaisir, déjà il a fait 95% du temps beau. Il y a eu une toute petite averse, mais un des plus gros budgets, c'était le budget glace du week-end. Donc voilà, on est au soleil. Pendant ce temps en France, j'ai entendu qu'il neigeait. Et puis je peux que vous inviter à faire avec nous, bien entendu, parce que ce sont les meilleurs événements, à nous contacter. Très probablement qu'on refera ce type d'événement l'an prochain, sachant que le premier qu'on avait fait, il s'était rempli immédiatement, déjà en juillet 2025 pour du coup mai 2026. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez être prévenu en avance des prochains événements que j'organise. Et sinon, si vous voulez une plus petite après-midi, je vous rappelle, vous pouvez voir le lien sur mon site, mais on va faire un événement à Brumath le dimanche 19 juillet après-midi. Ça, c'est sur le premier point. Deuxième point, Cloud Cowork, je vous en ai parlé, je vous en parle depuis pas mal de temps, mais en fait ce week-end, ça a parlé, je pense que c'était le sujet principal de discussion du week-end, en plus de savoir est-ce qu'on mangeait la glace avant la randonnée ou après la randonnée. Le deuxième sujet le plus important, c'était Cloud Cowork, vraiment tout le monde est dedans. Il y avait 2 personnes qui travaillent, des développeurs informatiques qui étaient parmi nous. Mais voilà, Cloud Cowork, ça permet, sans mettre une seule ligne de code, de faire des résultats extraordinaires. Et du coup, j'ai sorti un programme. Si vous ne l'avez pas encore vu, Cloud Cowork, ou si vous l'avez pas encore rejoint, donc c'est le programme. Je vous l'avoue aussi parce que j'ai fait un petit prix, parce que je veux vraiment que tout le monde puisse bénéficier de cette révolution technologique et de comprendre quand on est investisseur. C'est vraiment un programme qui est destiné aux investisseurs immobiliers. Si vous n'êtes pas investisseur immobilier, Claude Cowork peut sûrement vous servir également, mais là j'ai vraiment orienté pour les investisseurs immobiliers, comment ça peut vous aider dans la gestion locative, dans la négociation des biens, dans la vente des biens. Je suis en train de vendre un bien. Je vais d'ailleurs écrire au notaire tout à l'heure avec les coordonnées de la personne qui veut me l'acheter. Ça m'aura permis d'avoir gagné plusieurs milliers d'euros, en tout cas sur la vente d'un bien, parce que j'ai pu avoir un dossier carré. D'ailleurs, il y avait une personne qui était intéressée également pour voir le bien. Je lui ai envoyé mon dossier fait par Claude Cowork et elle m'a dit qu'elle avait jamais vu un dossier aussi bien présenté et que ça changeait du travail des agents immobiliers. Ben ouais, forcément, quand c'est ton argent et que tu as la compétence, et ben tu fais du meilleur boulot que les personnes qui te disent la toiture est saine et ça se loue en colocation sans problème. Donc voilà, je vous invite, j'ai sorti plein de vidéos au départ, il y avait déjà
une quinzaine de vidéos et depuis j'ai dû en sortir plus qu'une dizaine sur vraiment tous les aspects dans lesquels Claude Cowork peut vous servir en tant qu'investisseur. Donc rendez-vous sur la page grosbiais.com/Claude ou si vous allez sur mon site grosbiais.com, c'est le premier lien en description. Tôt ou tard, je vais augmenter le tarif parce qu'au début, c'était le tarif de lancement pour que tout le monde puisse en profiter. Et également, je savais que j'allais sortir d'autres vidéos. Mais à un moment, le tarif va augmenter une fois que j'aurai encore plus rajouté de vidéos, fait plus de mises à jour. Donc, mais bien sûr, vous aurez accès à toutes les mises à jour si vous avez rejoint le programme dès à présent. Donc voilà, foncez. Je vous mets le lien également dans la description. Mais sinon, c'est grosbillet.com/Claude. Et voilà, profitez vraiment de cette révolution technologique. Et si vous passez plus que 15 minutes par jour devant un ordinateur, vous allez pouvoir gagner des heures et des heures de travail. Il y a carrément quelqu'un, pour vous dire, ce week-end, qui a repris un travail. Il y avait toute une partie qui ne l'intéressait plus. Et en fait, elle a repris cette activité parce que maintenant, elle peut la déléguer à Claude Cowork. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de de très, très utile qui peut vraiment vous changer la vie et surtout vos finances en mieux, c'est-à-dire des dossiers mieux rangés, une vision plus claire de votre patrimoine, une vision plus claire de vos revenus et surtout, des revenus supplémentaires lors de la vente de biens, de l'exploitation de biens pour prendre des décisions. Est-ce que le bien, je le laisse en longue durée, je le passe en courte durée? Combien est-ce qu'il m'a vraiment coûté? Combien est-ce qu'il m'a vraiment rapporté cette année? Analyser les documents d'un agent IMO, quand vous faites une visite. Voilà, c'est vraiment une révolution. Profitez-en parce que l'IA elle est là, elle est maintenant et puis vous êtes en concurrence avec d'autres personnes qui elles l'utilisent bel et bien et de tout âge. Hein. On l'a vu, de tout âge, l'IA c'est vraiment devenu très, ça s'est fortement développé. Donc grosbiais.com/Claude et on va s'arrêter là avec l'introduction. Moi, je vais aller prendre mon avion et on se rejoint de l'autre côté avec Nicolas. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on est avec Nicolas. Salut Nicolas, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Yes. Et donc, on va parler bye bye patron. On va parler du juridique, de l'aspect huissier, commissaire de justice, marchand de biens. Et de quand est-ce qu'on quitte une activité pour laquelle on a étudié et réussi un examen qui est très compliqué. Comment est-ce qu'on décide de faire le switch? Écoute, je te laisse te présenter en 30 secondes. Nicolas, 35 ans, je vis en région parisienne, dans les Yvelines plus exactement. Je suis papa de 2 enfants. Long parcours dans le juridique principalement et l'immobilier et surtout, ce que j'aime bien dire, le droit de l'immobilier. J'ai exercé pendant une dizaine d'années en tant que commissaire de justice. Aujourd'hui, j'exerce plus cette activité. Je suis focus principalement sur mes activités d'investisseur IMO, de marchand de biens et de cofondateur, créateur d'une application de gestion locative qui s'appelle Calimo, qui est à destination des particuliers, des investisseurs, pour les aider à gérer leur location comme des pros sans y passer des heures. OK, trop bien, trop intéressant. Je propose qu'on fasse un petit normalement, on fait un peu le parcours des Mmh. invités et tout. Je pense qu'avec toi, ce serait intéressant de vraiment mettre un peu le focus sur, le droit. Après, on fera le marchand et puis les switches, tout ça. Est-ce que, du coup, bien sûr, la première question, c'est est-ce que tu as un job ingrat que tu as pu maintenant tu as dit toutes les activités que tu avais. Est-ce que tu as un job ingrat que tu as pu exercer ou un des pendants ou des panels d'activités des huissiers? Donc pour ceux qui savent pas, ce qu'on appelle communément huissier de justice, ça a changé de nom, je sais pas quand, mais il y a 3-4 ans, je dirais et ça s'appelle maintenant commissaire de justice. Exactement. Heu, il y a 7 ans, c'est ça? Ça a été initié en 2015 par notre OK, cher président de la République Emmanuel Macron qui avait lancé la chose et c'est acté depuis 2021-2022. Parce que moi, quand j'ai OK. arrêté en 2023, on était déjà, moi, j'avais passé toute la formation commissaire de justice. Yes. OK. Donc dans le juridique, on dit commissaire de justice maintenant. Ça va mettre un peu de temps à faire le switch, je pense, entre Ouais, c'est huissier clair. et commissaire. Donc, ouais, est-ce que tu peux nous raconter un job ingrat que tu as pu effectuer avant le magnifique métier de marchand dont on Moi, va. je pense comme tout le monde, un peu jeune, tu vas Ouais, là où tu as du travail, hein, surtout même si tu es en études, job ingrat, moi j'ai travaillé pendant tu vois, c'est ingrat, mais c'est une période que j'ai bien aimée au final et tellement bien aimée que j'y suis retourné pendant 4 ans d'affilée et OK, moi, tous les étés, j'allais bosser dans une entreprise de nettoyage industriel.
Donc on faisait, OK, bah, du nettoyage de bureaux, enfin, que ce soit du gros nettoyage de fin d'année dans des écoles, dans des choses comme ça et donc bah, chargé un peu de nettoyer, toutes les saletés des gens, quoi. OK. C'était quoi, Karcher, la shampouineuse, des trucs comme ça ou? Ouais, tout, on avait tous les chantiers et les horaires étaient pas mal, hein. Je faisais 6h-13h, ce qui permettait, bah, on OK, commençait tôt, mais à 13h après tu as fini ta journée, tu as l'après-midi qui est tranquille et je faisais, bah, tous mes étés là-bas de juin, juillet, août, pendant 4 ans et on faisait, ouais, des remises en état des écoles pendant l'été donc avec la shampouineuse, on faisait le cirage, on faisait les fenêtres, beaucoup de fenêtres aussi. On faisait OK, également on avait des chantiers plus récurrents, des bureaux où là, bah, on ouais, passait avant que les gens ils viennent au travail. On avait également des centres, rééducatifs. On avait plein de chantiers divers et ouais, du nettoyage de bureaux. OK, top. Et tu peux juste nous dire, du coup, enfin, ton parcours huissier, commissaire de justice, parce que donc si je connais un peu de loin la profession, mais du coup, c'est un examen, mais qui est assez sélectif, c'est ça? Enfin, en tout cas, à Ouais. l'époque, c'était comme ça et après tu es quoi? Enfin, moi, je connais bien l'expert comptable, je suis plus ou moins expert comptable. Est-ce que tu es aussi stagiaire ou est-ce qu'après, une fois que tu as réussi et après tu es salarié, tu prends des parts? Ça a été quoi ton parcours un peu? Ouais, exactement. Bah, alors aujourd'hui, le parcours a un peu changé, notamment avec la réforme des commissaires de justice. Moi, à l'époque, ça fait un peu vieux de dire ça. Le système, il était un peu différent. Pour devenir commissaire, enfin, pour devenir huissier de justice à l'époque, tu devais avoir un diplôme en bac+4 en droit minimum. Et après, il fallait trouver un stage de 2 ans, donc en alternance dans une étude d'huissier de justice et pendant ces 2 ans, après tu suivais une formation en alternance pendant 2 ans et à la fin de ces 2 ans, tu avais un examen, l'examen professionnel, l'examen d'aptitude à la profession d'huissier de justice, qui te permettait, bah, de pouvoir passer cet examen et si tu l'avais, de pouvoir ensuite exercer l'activité et cette activité, tu pouvais l'exercer soit de 2 façons, soit en étant huissier de justice salarié, soit en étant huissier de justice, associé ou indépendant. Donc tu pouvais très bien avoir OK. ton fonds de commerce d'huissier où tu es tout seul ou être dans une structure avec des associés et moi j'étais notamment associé dans une structure, on était 3 associés. OK. Et c'est quoi? Tu achètes des parts, quoi? C'est, Exactement, ouais. Sachant que c'est exactement comme les notaires, tu as un numerus clausus, donc c'est-à-dire que tu as un nombre limité d'huissiers sur le département, parce que c'est une activité qui est monopolistique et du coup, pour s'installer, même s'il y a eu une période de libre installation avec, qui a fait plus de bruit pour les notaires, où il était possible de créer des études notariales et des études d'huissier, sinon le schéma classique, c'est effectivement tu dois racheter des parts qui se libèrent. Ce qui est, pas forcément le plus simple parce que tu es un peu forcé à l'association et l'association, bah, on la connaît à peu près tous avec notamment avec l'IMO et c'est quand même du mariage long terme et de te marier avec quelqu'un que tu as pas forcément choisi, ouais, et de ça compte pas générations forcément différentes toujours, souvent, quoi, je suppose? ouais et moi, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté, c'est qu'il y a un moment, c'est parti en éclats et c'était une des causes du fait que j'arrête, l'exercice de la profession. Yes. Ouais, c'est ça qui est très compliqué, c'est, toi tu arrives, peut-être tu es plein d'entrain, tu as plein d'énergie et tout et puis, peut-être qu'il y en a un, il est plus avancé, enfin voilà, il a peut-être Ouais, moins c'est envie que de tout bosser. tout est compliqué. Le Ouais, logiciel, c'est un vieux logiciel qui est pas du tout fonctionnel. Toi, tu arrives, tu veux le yes. changer, ouais, mais ça fait 10 ans qu'il l'utilise, donc machin, donc il a pas Ouais, envie, même si c'est de la merde. Enfin, c'est ouais. tout est voilà. Même si au début, ça se passait très, très bien avec, Mmh. avec mes associés, à la fin, avec un, OK, c'était beaucoup plus compliqué. OK et pour acheter les parts, tu t'endettes? Ouais, C'est ça, hein? Enfin ouais. en gros, après c'est Ouais, bah, on est profession libérale, donc ça après on est plutôt des profils plutôt appréciés des banques, donc moi c'était un prêt pro sur 12 ans. Le prix départ, il est extrêmement variable en fonction du chiffre d'affaires d'une étude d'huissier. Tu peux avoir des chiffres d'affaires et tu as toutes les tailles d'études, hein. Tu as des petites études de province avec, 1 huissier, 1 ou 2 salariés et tu as des énormes études où tu as, 200 salariés, 300 salariés, donc tu mmh, as vraiment de tous les niveaux. Donc après, bah, c'est comme pour n'importe quel business et pour n'importe quel fonds de commerce, la valeur des parts ou des actions dépend du chiffre d'affaires et du résultat et de yes. l'endettement et de tout ça, quoi. OK. Trop, bah, super intéressant et après c'est une profession, ouais, qui est contrairement aux avocats, par exemple, qui vivent pas très bien du fait de la concurrence. C'est vrai que là, au moins, tu as l'avantage du nombre limité. Tu as les inconvénients et les avantages, comme souvent dans Ouais, la vie, en fait, hein. c'est une C'est profession, ouais, plus préservée que les avocats où c'est vrai qu'il y avait beaucoup de stats qui étaient sortis avec je ne sais plus combien de pourcentage d'avocats qui vivaient au niveau du seuil de pauvreté ou en dessous et mmh, il y a beaucoup d'avocats qui gagnent,
extrêmement bien leur vie, mais beaucoup qui sont au SMIC, voire en dessous. Et c'est vrai que ces professions-là, notaires, huissiers, enfin tout ce qui est profession réglementée, il y a Pharmacien. beaucoup d'inconvénients, mais il y a cet avantage-là qu'effectivement une concurrence qui est un peu limitée et avec un niveau de vie qui est quand même assez préservé, mais quand même pas mal de difficultés économiques parce que l'inconvénient principal de, ce système du numerus clausus et du monopole, c'est que tu as un tarif qui est réglementé. Donc que vous fassiez appel à un huissier qui soit à Marseille, à Limoges ou à Paris, le prix d'un acte, c'est exactement le même. Et du Mmh. coup, sur les dernières années, tu as la flambée de tous tes coûts fixes qui ont augmenté. Le papier coûtait plus cher, les loyers coûtaient plus cher, l'électricité coûtait plus cher, les salaires coûtaient plus cher. Mais par contre, toi, ton chiffre d'affaires, il restait stable, voire même il Mmh. diminuait parce que ton tarif, il était revu un petit peu à la baisse tous les 2-3 ans par l'autorité de la concurrence. Donc ce qui fait que pour maintenir le même niveau de résultat net, tu es obligé de faire plus en volume. Sauf que, bah, au OK. bout d'un moment, tu es un peu pris à la gorge. Tu veux faire plus en volume, il te faut plus de personnel, donc tu recrées de Mmh. la charge. Donc voilà, il y a aussi un petit peu une revers de Ouais, médaille à cette profession. c'est ça, ouais. C'est, comme souvent l'État, il est un peu partout en France, mais en plus vous, vous êtes, c'est comment ça s'appelle? Vous êtes un peu, enfin, bras armé Ouais, de l'État, je sais pas comment exactement, dire, ouais. officier On se dit qu'on est ministériel ou je sais pas détenteur d'une prérogative de puissance publique. OK, Effectivement, ouais. on agit au nom de l'État et c'est vrai que, enfin, demain, tu dois aller expulser quelqu'un, le prendre et le mettre dehors de son logement, tu as une délégation de l'autorité de la puissance publique qui te le permet parce que, voilà, si toi tu le fais et que tu vas voir ton locataire et que tu le fous dehors de force, bah, c'est de la violation de domicile et c'est répréhensible pénalement, alors que le fait que ce soit un huissier quand il agit dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et dans la procédure, bah, du coup, c'est quelque chose qui est légal, quoi. OK, trop bien. Bah, peut-être on peut, du coup, toi, tu étais assez orienté, droit immobilier, tu l'as dit. Ouais, Peut-être tu peux dire à quelles étapes, à la fois du locatif et du marchand, c'est intéressant de faire appel à un huissier. On a tous, en tête, malheureusement pour vous, mais c'est aussi pour ça que moi, enfin, j'ai fait de la comptabilité, c'est toujours le petit gros lâche qui meurt, donc en fait, les études, c'était un peu moins concurrentiel que si j'avais voulu être, médecin ou je sais pas et donc c'est un peu on a tous l'image des 3 frères là avec l'huissier, ouais, bon, qui est un peu maltraité et mais bon, c'est pas que ça. Donc peut-être tu peux nous dire, on va peut-être commencer par tout ce qui est construction. Enfin, à quel moment en fait c'est intéressant, soit obligatoire, soit vraiment, intéressant de faire appel à un huissier? Je pense notamment au permis de construire pour les faire, valider t donc tu est-ce que tu peux nous dire, ouais, à quelles étapes le commissaire de justice, il peut intervenir, dans les projets immobiliers? Et après on verra l'aspect locatif, mais peut-être, dans la construction, les ouais. permis? Non, mais carrément et tu as tout à fait raison. Il va y avoir vraiment 2 pôles sur lesquels un huissier, un commissaire de justice peut intervenir et d'une part, le cadre plutôt contentieux qu'on abordera après et après le cadre hors contentieux où là, on ça va plutôt être sur l'activité de constat. Notamment, bah, tu en parlais des constats des permis de construire. Nous, on en faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'intérêt d'un huissier de justice dans le cadre d'un constat de permis de construire ou de déclaration de préalable, donc plus largement d'un constat d'autorisation d'urbanisme, ça va être de pouvoir encadrer le délai de recours des tiers. Notamment, alors quand on est, un investisseur locatif, on est plus proche du statut de particulier que de professionnel. Quand on est marchand de biens, on est un véritable pro et on doit se comporter comme tel. Et notamment, j'ai accompagné moi des marchands qui ont des difficultés avec leurs banques, parce que les banques ne voulaient pas décaisser les fonds pour la signature, au motif qu'il n'y avait pas eu de constat d'huissier pour les permis de construire, qui est pas quelque chose d'obligatoire. Aujourd'hui, la loi vous impose, quand vous avez un permis de construire ou une déclaration préalable, de mettre ce fameux panneau de chantier là au niveau de la construction, avec un certain nombre de mentions obligatoires, le numéro de permis, le numéro de déclaration, la surface du terrain, la hauteur de la construction, la nature des travaux et cetera. Et cet affichage, il doit obéir à certaines règles. Il doit être, affiché pendant un délai de 2 mois qui va ouvrir le droit de recours des tiers. Donc en fait, nous, le rôle d'un huissier dans ce cas-là, c'est de venir encadrer le droit de recours des tiers. Les tiers ont un délai de 2 mois pour agir à compter du moment où un huissier ou un pardon, les tiers ont un délai pour agir de 2 mois à compter du jour où le panneau il a été installé. Donc après, il y a rien qui oblige à passer par un huissier de justice, mais il faut pouvoir prouver que ce panneau il était installé. Et aujourd'hui, bah, le fait de prendre une photo soi-même ou de s'envoyer un propre recommandé, de prendre une photo avec le journal du jour, enfin, j'ai vu toutes les astuces possibles. Ça ne fonctionne pas, encore moins aujourd'hui à l'ère de l'IA où on peut retoucher n'importe quelle photo ultra simplement.
La seule façon d'avoir une preuve qui est vraiment irréfutable, c'est d'avoir un huissier qui va passer, qui va constater que quand il est passé tel jour à telle heure, il y avait bien tel panneau qui était apposé à tel endroit et qui comportait bien telle mention et que les mentions sont bien conformes à ce qui est prévu par la loi. En fait, ça permet de pouvoir encadrer le délai de recours des tiers. Moi, aujourd'hui, imaginons le 1er mars, je dépose, j'affiche mon panneau de permis de construire. Les tiers, ils ont jusqu'au 1er mai pour contester ce permis de construire. Si jamais le 3 mai ou le 4 mai, il y a mon voisin qui se manifeste parce qu'il revient de vacances ou autre et qui dit: «Ah bah non, moi les travaux de mon voisin, j'en veux pas, je vais faire un recours au tribunal administratif ou un recours à la mairie, un recours gracieux», ben, il sera hors délai. Ce qui fait que son recours, quand bien même il aurait raison sur le fond, ne sera même pas examiné parce qu'il est hors délai. Alors que si j'ai pas de preuve qui permet de dire: «Bah, il est hors délai», le recours, il sera examiné et potentiellement il aura gain de cause et mon permis peut être annulé. OK. OK, puis les banques, du coup, elles peuvent demander, en tout Marchand, cas ouais, ça arrive souvent et moi j'avais accompagné un marchand et la banque, refusait et en plus là on parlait d'une, déclaration préalable sur du changement de volet, donc qui était pas quelque chose de très ouais, compliqué, mais pour la banque, c'est son métier principal, c'est la maîtrise du risque, hein. Quand ils bien perdent de sûr, ouais. l'argent, ils veulent récupérer leur investissement. Là, le fait que, il y ait potentiellement une contestation possible et un litige qui soit porté, qui vienne immobiliser le chantier, que le marchand ne puisse pas revendre et rembourser la banque, bah, la banque, elle y a vu un risque, elle a dit: «Non, non, moi tant que le droit de recours des tiers, il est pas purgé, je ne débloque pas les fonds». OK, intéressant. Et est-ce que, moi je l'ai eu à l'étranger, je sais pas si en France ça se fait aussi, un huissier qui est venu faire un constat avant, travaux publics de la voirie. Je sais pas Ouais, si ça créait pas des fissures et tout, dans le bâtiment? Ça se fait aussi ouais. ça? Ouais, ça se fait beaucoup. Nous, on Ouais, travaille avec beaucoup de sociétés du BTP, OK. notamment quand il y a des constructions nouvelles ou de la démolition, notamment quand tu es en plein centre-ville et que tu as des bâtiments avoisinants, parce que tu es jamais à l'abri que ta démol, elle fragilise la structure du bâtiment d'à côté ou inversement de pouvoir prouver qu'il y avait déjà des fissures sur le bâtiment d'à côté. Mmh. Donc ça sert à la fois à protéger le constructeur, mais également protéger le voisinage. Parce que dans ce cas-là, tu as toujours le petit rigolo du coin, enfin le petit voisin qui peut se dire: «Ah bah tiens, j'ai profité qu'ils ont fait des travaux à côté pour leur demander un ravalement de façade gratuitement parce que ci ou parce que ça». Donc tu peux avoir également des voisins qui sont malveillants et qui vont profiter de la situation pour réclamer des travaux qui seraient pas dus. Là, le fait d'avoir un constat qui atteste que la fissure, elle était préexistante au démarrage du chantier, bah, ça permet de dire: «Attendez, regardez, votre fissure elle était déjà là, c'est pas moi qui l'ai causée, donc 0 indemnité». Mais tu as aussi des gens qui sont pas forcément malveillants, des petits vieux notamment, qui ont une fissure qui est là depuis, 10 ans, sauf qu'ils passent devant matin, midi et soir, ils y ont jamais fait attention. Et là, le fait qu'il y a des travaux, ils vont se mettre à regarder leur façade et hop, ils Mmh. vont voir une fissure. Ils vont se dire, en étant de bonne foi, c'est à cause d'à côté. Et là, alors que pas forcément. Et du coup, ça permet de pouvoir acter, ah non, non, regardez, effectivement, la fissure était déjà là et de d'amortir et de prévenir tout conflit. Plutôt que de prendre un avocat, de partir au Mmh. tribunal, que ça immobilise le chantier, que ça prenne des heures, et cetera, ou des jours et des années. Là, ça te permet d'avoir un document qui vient, à titre de prévention, un peu comme une assurance, acter la situation, avant le chantier, même après le chantier, pour dire: «Regardez, voilà l'état de la rue, voilà l'état des bâtiments à côté». Parce qu'il y a aussi, bah, les communes qui mettent pas mal de dégradation du mobilier urbain ou autre sur les chantiers. Donc nous, on faisait souvent la voirie, le mobilier urbain, les bâtiments avoisinants pour acter de leur état avant le démarrage du chantier et après le démarrage du chantier. Sachant qu'il y a un coût d'un constat comme ça, le tarif des constats, il est libre entre les huissiers. Ça va pas chercher très loin. Grossièrement, pour un constat qui va prendre, grosso modo 1 heure, faut compter entre 300 et 400 €. Donc à l'échelle d'un chantier et des éventuels litiges que ça pourrait amener, par la suite, c'est plutôt une somme qui est bien déboursée et qui permet de, voilà, Mmh. de pouvoir prévenir, pas mal de litiges. OK. Est-ce qu'il y a un autre moment après on fera sur la partie locative. Est-ce qu'il y a un autre moment où, c'est intéressant, souhaitable de faire appel à un huissier? Ouais, pour les marchands, moi je travaille avec beaucoup de marchands, notamment tout ce qui va être constat, de l'état de la bâtisse, ceux qui font de l'achat-revente, notamment en plateau, pour pouvoir éviter et qui vont vendre un bien qui va être plutôt en mauvais état, qui va être un plateau brut, pour éviter que l'acquéreur parce qu'un marchand de biens, c'est un professionnel, il a un certain nombre d'obligations, notamment d'information de son acquéreur. Il est présumé, «responsable» entre guillemets parce que c'est un professionnel de l'immobilier. Le fait d'avoir un constat d'huissier qui vient acter qu'il y a un trou dans la toiture, qu'il y a la charpente qui est à reprendre, qu'il y a ci, qu'il y a ça, que c'est en plateau brut, ça d'acter tous les éléments, tout ça, ça va être annexé à l'acte de vente chez le notaire et ça va permettre de pouvoir remplir son obligation d'information. Donc là, encore une fois, c'est à l'échelle d'une opération de marchand de biens avec quelques dizaines, de milliers d'euros de marge. Engager une petite dépense de 300, 400, 500 € de constat d'huissier pour vraiment acter les choses,
ça permet de sécuriser, d'informer son acquéreur et d'éviter d'avoir sa responsabilité qui est engagée. Donc ça, c'est des OK, constats que je faisais pas mal de constats là-dessus. OK. Parce que c'est vrai que quand tu achètes, je sais plus comment c'est écrit dans l'acte, mais en gros, quand tu vends, c'est dans l'état connu Ouais, ou un truc c'est assez flou et vague, pour qu'il y ait, discussion, ouais. quoi. Sachant que quand tu es particulier, c'est pas très grave, quand tu fais du locatif, c'est pas Mmh. très grave. Quand tu es marchand, tu es professionnel, donc du coup, c'est la charge de la preuve pèse sur toi et c'est à toi de prouver, voilà, que tu avais bien rempli ton obligation d'information et ça peut vite engendrer des situations assez compliquées qui Yes. peuvent coûter très cher en trésor. Yes. Parce que tu as non seulement les litiges, les avocats, mais tu as aussi, l'emprunt qui court, L'emprunt, les frais à la financiers, ouais, tout ça ouais, est ouais, à des taux qui sont, complètement, qui peuvent vite te pénaliser. OK, est-ce qu'on peut faire un point du coup sur, la location? Du coup, moi, j'ai eu une locataire, qui a pas payé, j'ai dû faire appel à un huissier, enfin, est-ce que, on est d'accord que, avant qu'il y ait un impayé, normalement, on n'a pas à faire appel à un huissier, si je dis pas de bêtises? ouais, exactement, c'est pas il y a pas de raison de faire appel à un huissier, si jamais tu pas de contentieux. Après un huissier, il peut intervenir dans pas mal de situations. Sachant également, point que peu de gens connaissent, peut-être un peu plus maintenant, les huissiers, donc anciennement les huissiers, aujourd'hui les commissaires de justice, peuvent exercer ce qu'on appelle des activités accessoires et notamment faire l'administration d'immeubles. Et nous, on avait cette activité d'administrateur d'immeubles, on faisait du syndic de copropriété et de la gestion locative. Donc, OK. vous pouvez avoir des huissiers qui vont s'occuper de votre bien immobilier exactement comme une agence. Donc, il y a à la fois du pour et du contre, mais effectivement, c'est une activité qu'on avait et on faisait également ça, donc avec de la mise en location, les recherches locataires, les états des lieux, et cetera. Il y a aussi beaucoup de particuliers qui délèguent leurs états des lieux à des huissiers parce que soit ils n'ont pas envie de s'en occuper, soit parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils veulent que ce soit fait par un huissier pour vraiment bien cadrer les choses, avoir un état des lieux ultra complet. Donc on faisait pas mal d'états des lieux, locatifs, avec notre activité d'huissier. Mais sinon, si tu as pas de contentieux avec ton locataire, la plupart du temps et la plupart des investisseurs immobiliers ont pas forcément appel à un huissier. Après, on dit souvent que si à 40 ans, tu as pas eu ton premier impayé, c'est que tu as raté ta vie. Voilà, c'est Je connaissais pas, mais ça va, ça va. Ça m'est c J'en ai eu. OK, raconte-nous du coup un peu, comment ça se passe au moment de l'impayé? Du coup, notamment moi j'avais, Visal plus un gestionnaire locatif, donc en gros, j'ai pas eu affaire à l'huissier jusqu'à la fin, mais à la fin j'en ai bien eu affaire. Donc est-ce que tu peux, nous expliquer, donc est-ce que nous, si tu gères toi-même, on va dire, donc à quel moment est-ce que tu dois informer d'abord ton locataire? À quel moment en fait tu fais appel à l'huissier au moment d par rapport aux impayés? ouais, alors après il y a beaucoup de bon sens. Mon locataire, il me doit me payer le 5 de chaque mois, si le 6 mars, il m'a pas payé, je vais pas aller lui balancer une mise en demeure, quoi. Donc, le tout, c'est déjà d'essayer de comprendre le pourquoi de la chose. Soit parce que peut-être que le virement, il est pas passé pour une raison X ou Y, parce qu'il y avait pas suffisamment de fonds, parce qu'il a oublié, parce que donc, mon locataire, voilà, s'il doit me payer le 5 de chaque mois, qu'on est le 6, bah, j'attends peut-être jusqu'au 10. Si le 10, il m'a pas payé, bah, je prends mon téléphone, je l'appelle, quoi. Je lui envoie un petit SMS où Mmh. j'appelle, je lui dis: «Bah, bonjour, c'est votre propriétaire, sauf erreur de ma part, j'ai pas reçu votre loyer, c'est normal». «Ah oui, ce mois-ci, j'ai eu un problème de voiture, machin, j'ai dû faire des grosses dépenses, je suis désolé, j'ai oublié, je vous fais», voilà, puis la situation, elle est rétablie. Ou alors: «Ah bah oui, ce mois-ci, j'ai eu une galère, est-ce que je peux vous le payer en 2 fois le mois prochain?» Le tout, c'est de trouver une solution. Donc dans le meilleur des cas, on a un peu une explication, on a un dialogue avec son locataire, on trouve une solution et tant mieux et on repart sur de bonnes bases. Après, bah, bien souvent, on a un locataire qui répond pas et voilà, je vais essayer de l'appeler, il me répond pas. Il va se passer 15 jours, 3 semaines, un mois. Le mois, il est terminé. Le mois d'après, il m'a toujours pas payé. À partir du moment où j'ai essayé de contacter mon locataire, j'ai pas de réponse et qu'il y a un mois complet qui s'est écoulé, que j'ai toujours pas de retour de mon locataire, bah là, je vais peut-être commencer à faire une procédure. Alors c'est pareil, si jamais je suis à côté, je prends ma voiture et je vais frapper à la porte du locataire pour essayer de le rencontrer, quoi. Pour voir, ça se trouve, c'est arrivé, hein, des cas où il y a des locataires, percutés par une voiture, le gars il est hospitalisé pendant 6 mois, il est dans le coma, bah ouais, son loyer, s'il Mmh. y avait pas un virement automatique, il peut pas le payer. Donc il peut y avoir des accidents de la vie, des trucs comme ça qui expliquent, que le locataire il est pas payé, enfin des raisons qui peuvent le justifier. Mais voilà, si mon locataire, moi, il me paye pas, j'essaye de le contacter, j'essaye d'aller sur place et si j'ai pas de nouvelles au bout d'un mois, là, je commence à engager la procédure. Le tout, c'est la procédure d'expulsion, elle est extrêmement longue, hein. Demain, vous avez Moi, un c'était locataire 2 ans et demi, elle a payé un mois, hein, donc elle est rentrée en avril, elle a payé mai
et elle est sortie en octobre, 2 ans et quelques après, voilà. Ouais, Donc bah, c'est tu es dans la moyenne des délais de procédure. C'est généralement, 24 mois de procédure, 3 à 4 000 € de frais de procédure. Donc c'est une procédure qui est très longue, donc il faut l'engager le plus tôt possible. Alors pas le lendemain, voilà, s'il doit me payer 5 de chaque mois, que si j'ai pas le paiement, je vais pas aller voir un huissier en disant: «Bah, faites quelque chose». Donc j'attends qu'il y ait un mois complet qui soit acté, mais d'ores et déjà, j'engage la procédure. Le fait qu'il y ait déjà un professionnel qui rentre dans la boucle, le locataire, bah, voilà, s'il voit qu'il y a un huissier qui débarque et qui lui laisse un document, peut-être qu'il va se remettre vite dans le droit chemin et il va se dire: «OK, le propriétaire, il rigole pas». Puis, bah, vous êtes droit dans vos bottes, vous avez essayé de l'appeler, vous avez été sur place, il vous a pas répondu, bah, tant pis pour lui, quoi. mmh, Sachant que la procédure, si jamais l'huissier y passe et que le locataire il reprend attache avec vous, qui vous dit: «Ah bah désolé, j'ai eu une galère, machin, je reprends» et cetera. La procédure, vous pouvez l'arrêter à n'importe quel moment. C'est vous qui restez OK. le maître du calendrier et vous pouvez très bien dire à l'huissier: «Non, bah, c'est bon, on a trouvé une solution, on s'arrête là». Mais les délais étant tellement longs que faut mieux engager la procédure le plus tôt Mmh. possible et pour avoir l'issue qui soit la plus tôt possible, quoi. OK et ensuite, du coup, il y a un délai pour répondre, tu retournes, ça se passe comment? Ouais, si tu veux faire un petit brief rapide de la procédure, comment ça se passe? Mmh. Mon locataire, il me paye pas. J'attends un mois, je vais voir l'huissier. L'huissier, dans ce cas-là, il va te délivrer ce qu'on appelle un commandement de payer. Il va dire au locataire: «Cher locataire, vous avez à partir d'aujourd'hui 6 semaines pour payer votre arriéré locatif. Si dans 6 semaines, votre arriéré locatif, il est pas payé, bah, dans ce cas-là, le bail, il sera résilié». Donc si le locataire, il paye, retour à la case départ, la location continue et tout se passe bien. Si au bout de 6 semaines, le locataire, il a pas payé, dans ce cas-là, l'huissier, il va contacter le tribunal pour avoir une date d'audience et là, on va aller tous devant le tribunal. Le locataire va être convié, le propriétaire aussi, qui peut y aller directement ou prendre un avocat au choix. Et dans ce cas-là, il y a le juge qui va examiner la demande et qui va mettre fin juridiquement au contrat de location. C'est là que le bât blesse un peu, parce qu'il va y avoir des régions où, donc là, on est à 6 semaines de procédure. L'huissier va appeler le tribunal. Bah, il y a des tribunaux qui vont vous dire, «Ah oui, bah, moi, ma prochaine date d'audience, là, imaginons qu'on soit en mars 2025, en mars 2026, ma prochaine date d'audience, ça va être en mars 2027». Donc déjà, tu te prends 12 mois Mmh. d'attente avant d'avoir une audience. Il y a des tribunaux, ça va être 3 mois, des tribunaux, ça va être 6 mois. Quand on est à 6 mois de date d'audience, c'est un délai qui est plutôt raisonnable aux yeux de la justice. Donc déjà là, il s'est passé 6 semaines, le locataire il a pas payé. Avant même d'aller au tribunal, bah, tu peux te manger 6 mois, 12 mois, voire des fois 18, 24 mois en fonction des régions et des tribunaux qui sont engorgés. Donc là, ben, c'est un peu la faute de l'état judiciaire français. Pour Une fois que info, tu es à je l'audience. savais pas, moi je le connais un peu les chiffres. Il y a près de 9 000 juges en France, sachant qu'il y en a qui sont au parquet. Ils jugent souvent à 3 et il y a à peu près 4 millions de nouvelles affaires. Donc c'est à peu près 1 000 affaires par juge nouvelles par an. Donc pour que les gens ils comprennent un peu, où on en est, voilà, bien sûr, c'est le plus bas d'Europe, vous le savez, le budget de la justice est super bas et moi juste, c'était à partir de mai qu'elle avait pas payé, j'ai eu le jugement en juillet de l'année d'après. Donc c'est Ouais, comme ça donc tu que vois, ça s'est voilà, passé. 12 mois pour Ouais. avoir l'audience et le jugement, Après, quoi. je sais pas exactement les délais, quand a été demandé, vu que c'est l'assurance et le gestionnaire qui ont tout fait. Ouais, Moi, j'avais la Visale qui payait, mais en tout cas, voilà, pour, mon cas, c'était comme ça. OK, donc là, bon, jugement, OK. voilà, on arrive à l'audience, donc dans le meilleur des mondes, il s'est écoulé, entre 3 et 6 mois. Dans un monde, un peu moins sympathique, il s'est déjà écoulé un an pendant lequel j'ai pas de loyer et que je dois payer mon crédit IMO. Arrive le jour de l'audience. Dans 99 des cas, il y a aucune raison que le juge y mette pas fin au bail. Après, il y a le locataire qui peut être sur place, expliquer qu'il a des difficultés et cetera, qu'il a perdu son travail et demander des délais de paiement. Donc ça se trouve, le juge, il va dire: «OK, bah, vous allez reprendre le paiement de votre loyer et vous allez avoir des délais de paiement pour apurer votre dette». Ou alors, la plupart du temps, le locataire, il vient même pas et le juge, il met fin au bail. Donc c'est pas pour autant qu'on peut récupérer son appartement ce jour-là. La décision de justice, elle doit être notifiée au locataire. Le locataire, il a un droit de recours, donc il peut faire appel de la décision de justice s'il le souhaite. C'est quand même très rare que ça arrive, mais ça peut arriver. À partir du moment où la décision de justice, elle a été notifiée au locataire, l'huissier il va lui délivrer cette fois-ci un commandement de quitter les lieux, qui va dire au locataire, il a un délai de 6 semaines également pour partir. Et si jamais au bout de 6 semaines, il n'est pas parti de lui-même, l'huissier, il va, faire ce Faire qu'on appel. appelle demander le concours de la force publique, demander à la préfecture d'autoriser le commissariat ou la gendarmerie à procéder à l'expulsion. Et là, c'est souvent un peu aussi une deuxième étape, où c'est un peu la croix et la bannière. Parce qu'on a des préfectures, ultra politisées et cetera. Il y a des préfectures qui refusent ou parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des personnes âgées, parce qu'ils répondent pas et cetera, ou qui vont mettre 6 mois à dire: «OK, on
on va autoriser le commissariat à vous expulser. Sachant qu'entre-temps, il y a un truc qui est formidable qui s'appelle la trêve hivernale. C'est-à-dire qu'on ne peut faire en France aucune expulsion du 31 octobre jusqu'au 31 mars. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous avez votre décision de justice qui a été rendue le 1er octobre, bah, vous êtes parti pour la trêve hivernale, vous allez vous la manger de plein fouet. Et c'est-à-dire que l'expulsion ne sera pas possible avant le 1er avril de l'année d'après, dans le meilleur des cas. Yes. Donc ça, Et c'est quand moi, même pour quelque vous chose dire, qui est... j'ai eu le jugement en juillet et au final, il n'y a pas eu la concours de la force publique, mais elle est partie d'elle-même après avoir mis la pression, je sais pas quoi, en octobre de l'année d'après. Donc, Ouais, c'est comme ça que c'était ça. Enfin, je vous dis, moi, les délais que j'ai eus. Donc, voilà. Et du coup, OK, donc moi, elle est partie ou alors il y a concours de la force publique. Moi, quand elle est partie, il y a eu 2, si je dis pas de bêtises, j'ai dû avoir 2, 2 document. actes. Ouais, Un, c'était la reprise des lieux, je crois, et l'autre, c'était l'état pour, Visa, l'état des lieux, de sortie, ouais. ouais, voilà, c'était 2. Les 2 pouvaient pas être faits en même temps, en fait. Enfin, en tout cas, moi, ils pouvaient pas. Ouais. J'ai dû faire même appel à un deuxième commissaire de justice pour faire, parce que c'était le 15 octobre et que du coup, il y en avait plein. C'était la saison, comme à Noël, dans les magasins de jouets. C'est Bah, la voilà. saison, busy. Ouais, Mais ouais, c'est une fois qu'on a la décision et l'accord de la force, le concours de la force publique, c'est comme ça qu'on appelle ça. Une fois qu'on a le concours de la force publique, on approche quand même de la fin, mais c'est pas fini parce qu'après, il faut aller procéder à l'expulsion. Après, voilà, il y a 2 façons de procéder. Soit effectivement, on arrive avec un déménageur et on déménage tout et basta, ou alors le locataire, on lui demande de prendre ses meubles et de partir. Soit sinon, on laisse les meubles sur place et là, le locataire a de nouveau un délai pour récupérer ses meubles. Donc c'est-à-dire que le logement, il est encore immobilisé pendant quelques mois, le temps qu'il ait récupéré ses meubles, et s'il les récupère pas, après, bah, c'est mis à la benne. yes. Donc voilà, c'est des procédures qui sont extrêmement longues. Donc c'est pour ça, faut surtout pas hésiter à sécuriser sa location avec des systèmes comme Visal, des systèmes comme des garanties loyers impayés. D'ailleurs, Visal, il y a eu une réforme là depuis le 1er janvier 2026 qui est super importante. C'est que Visal maintenant ne couvre et ne garantit plus que les 3 premières années du contrat de location. Avant, il garantissait 36 mois de loyer impayé. Donc par exemple, j'avais un locataire qui était là depuis 3 ans et au bout de 3 ans, il payait plus les loyers. Bah, Visal couvrait pendant 3 ans supplémentaires. Aujourd'hui, le fonctionnement est différent. Il couvre que pendant les 3 premières années. Donc je signe mon contrat avec mon locataire. Au bout de 3 ans et un jour, il paye plus son loyer. Visal ne couvre plus rien. Donc attention à ça. Yes. Très important, en effet. Et par contre, c'est que pour les nouveaux contrats, si je dis pas de Oui, bêtises. exactement. C'est pas Ouais. pour les contrats en cours. Donc, OK, très intéressant. Et j'avais, une dernière question là-dessus que j'ai, ah oui, sur les, tu sais, on parle de 2 choses. On parle des actes notariés, des baux notariés, pardon. Oui, De ce que j'en sais, globalement, ça change rien. Juridiquement, ça change quelque chose parce que, en gros, tu as une étape qui est sautée, mais en vrai, ça change rien dans les faits. ouais. Est-ce que tu confirmes? C'est quoi? C'est le contrat qui est plus vite abrogé, mais en fait, tu as pas le c'est quoi la di Le bail notarié, moi, j'étais quand même farouchement opposé en matière d'habitation. Hem, Aujourd'hui, il a quand même un petit peu plus d'intérêt, mais attention, il y a beaucoup de désinformation à ce sujet. C'est-à-dire que le bail notarié, pourquoi il est intéressant? Parce qu'à partir du moment où il est rédigé par un notaire, il a ce qu'on appelle la force exécutoire. Donc c'est-à-dire que le bail notarié, en termes de puissance de valeur, c'est exactement la même chose qu'une décision de justice. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai mon locataire qui ne me paye pas mon loyer, j'ai un bail notarié, je peux aller voir un huissier de justice, un commissaire de justice, et le commissaire de justice, il n'aura pas besoin d'aller devant le tribunal. Il pourra faire directement des saisies sur le compte bancaire du locataire, directement des saisies sur les rémunérations du locataire, sur le mobilier du locataire, aller saisir la bagnole du locataire et payer la dette. Donc ça, sur le papier, c'est top d'un point de vue recouvrement, ça facilite quand même les choses. D'un point de vue procédure d'expulsion, ça n'a aucune incidence. C'est-à-dire que bail notarié ou bail rédigé par sa grand-mère, c'est exactement la même chose. Il faut que j'aille devant le tribunal et que le tribunal constate la résiliation du bail. Donc ça a un intérêt d'un point de vue recouvrement. Après, l'intérêt, il est quand même relativement limité. Quand le locataire est dans une situation oui, où il paye il plus son paye pas, loyer, il a pas c'est que d'argent. généralement, il est dans une sacrée galère et qu'on a beau aller saisir le compte bancaire, il y a pas d'argent dessus, que son mobilier, ça va être des meubles IKEA qui ont 20 ans, qui n'ont aucune valeur. Sa voiture, ça va être une vieille 206 qui a 25 ans, qui va valoir 1 000 € à la cote Argus. Donc finalement, voilà, ça permet de pouvoir agir plus rapidement,
mais finalement sur un patrimoine qui est loin d'être glorieux et qui est souvent sur lequel il y a rien à saisir et rien à faire parce que le locataire est totalement insolvable et du coup, il y a aucun intérêt, d'un point de vue procédural sur la procédure d'expulsion. Après pour la et en l'inconvénient également, c'est que ça a un coût, le bail notarié. Si on est sur des locations, notamment des locations meublées très prisées des investisseurs pour l'aspect fiscal, Mmh. avec des turnovers assez rapidement, quand j'ai un locataire qui se barre au bout de 6 mois et que j'ai payé un bail notarié et que je dois en faire 2 ou 3 dans l'année, bah, mon cash flow, il en prend un coup. Mmh. Donc, pour la location commerciale, moi, je le préconise, c'est top, parce qu'en plus, location commerciale, on peut le mettre les honoraires à la charge du locataire. Pour de la location d'habitation, je le déconseille parce que la portée, elle est quand même relativement limitée. Peut-être dans des cas où on s'est spécialisé un peu dans la location de maison, où là, c'est des locataires qui sont là pour longtemps et on peut amortir le Qui sont coût. plus solvables ou des trucs, voilà, des OK, ouais. Ouais, voilà. Mais Là, ça peut avoir un intérêt, mais pour de la location d'appartements, de studios en meublé et cetera, moi, je trouve que c'est pas quelque chose qui est super intéressant. Ça reste un point de vue personnel et mais voilà, c'est pas en yes. tout cas, c'est pas un bail magique qui permet de tout régler directement et OK. Et juste, je suis plus sûr de des périodes, mais à peu près vers la fin de l'été, il y avait des trucs qui passaient sur Instagram, comme quoi il y avait des changements, mais en fait ça changeait rien. C'était quoi ce changement? Ça te c'était parle? sur la saisie des salaires des locataires, où il y a eu beaucoup de bruit en disant que maintenant le propriétaire, dès que le locataire allait plus payer son loyer, ils allaient pouvoir directement saisir le salaire et cetera. Il y a eu énormément d'amalgames sur le sujet. Il y a eu effectivement une réforme procédurale sur ce sujet, parce qu'avant, un propriétaire ou n'importe qui voulait mettre en place la saisie du salaire de son locataire, qu'est-ce qui se passait? C'est que, imaginons demain tous les 2 on a un contentieux, je t'ai vendu une voiture, tu m'as jamais payé. Je me dis: «Ah le salaud il m'a jamais payé», je lui fais une procédure, j'obtiens une décision de justice qui te condamne, je veux saisir ton salaire, j'ai la décision de justice qui t'a condamné à me payer les 10 000 € de la voiture que je t'ai vendue, tu m'as pas payé, je vais aller voir l'huissier de justice en disant: «Monsieur l'huissier de justice, regardez, j'ai mon jugement qui le condamne, mettez en place une saisie du salaire». Pour mettre en place cette saisie du salaire, l'huissier devait faire une demande au tribunal. Donc, une demande, ce qu'on appelait une audience de saisie des rémunérations. Donc là, le tribunal convoquait le débiteur, donc celui qui devait la dette, et l'huissier de justice. Puis là, il y avait une audience et le tribunal autorisait ou non la mise en place de la saisie sur les rémunérations. Ce qui s'est passé, c'est que cette partie-là a été déjudiciarisée. C'est-à-dire que l'huissier maintenant peut directement mettre en place la saisie entre les mains de l'employeur. Donc il n'y a plus cette seconde case tribunal. Mmh. Avant, tu étais obligé de passer 2 fois devant le tribunal. Une première fois pour faire reconnaître la dette et une deuxième fois pour mettre en place la saisie. Là, aujourd'hui, tu es toujours obligé d'aller devant le tribunal pour faire reconnaître la dette. Mais après, il n'y a plus de deuxième étape du tribunal. C'est l'huissier qui va mettre en place directement la saisie auprès de l'employeur. Donc, OK, il y a eu beaucoup d'amalgames qui disaient que dès le premier impayé, l'huissier allait pouvoir mettre en place une saisie sur le salaire du locataire. C'est faux. Il faut qu'il y ait une décision de justice qui reconnaisse sa dette locative, sauf, et c'est là où ça a été un bon point pour le bail notarié, c'est que le bail notarié étant un bail exécutoire, avec un bail notarié, l'huissier va pouvoir mettre en place directement la saisie entre les mains de l'employeur du locataire. OK, mais toujours pas l'expulsion. Mais toujours pas d'expulsion. Yes. OK, très intéressant, on a passé un moment dessus, mais je pense, voilà, c'est des questions que, beaucoup de gens, se posent. Pour, peut-être, parler plus de ton parcours, on a parlé un petit peu en off, donc tu étais investisseur, tu l'es toujours, mais maintenant tu as Oui. switché vers le marchand. Est-ce que tu peux, nous expliquer un peu ce switch? Il y a beaucoup de gens qui me suivent qui ont déjà 10 lots, 15 lots, 20 lots, il y en a qui en ont 0, mais la plupart des gens à qui je parle sont déjà investisseurs. Moi, c'est mon cas, hein, j'ai des dizaines de lots, mais je fais pas de marchand, notamment pour, plein de raisons. Une, c'est la responsabilité et l'autre, c'est le manque de compétences, dans pas mal de domaines. Enfin, voilà, moi, je sais acheter des biens rentables, je sais pas, acheter des gros, enfin voilà, je fais pas de projet de marchand tout simplement. Est-ce que tu peux nous expliquer toi, à quel moment tu as décidé de faire le switch? Est-ce que c'était, ingérable en termes de lots? Est-ce que tu as vu que quand tu revends, bah, si tu prends l'équivalent de 10 ans de loyer? Comment tu as décidé de faire, ton switch? Moi, ça a été un peu par opportunité de marché, parce que moi, j'exerçais en tant qu'huissier, dans l'Eure-et-Loir, sur Chartres, qui est une commune, enfin une moyenne petite commune en France, avec Mmh. des prix au mètre carré, entre 2 000 et 3 000 € pour la petite surface. Donc c'est des secteurs qui sont tip top pour la location, parce que c'est pas trop cher à l'achat, tu peux faire des travaux, ça se loue plutôt bien. Donc c'est des super secteurs, pour pouvoir louer.
Mais moi, j'habite dans le sud des Yvelines et dans le sud des Yvelines, c'est sur des prix au mètre carré qui sont quand même beaucoup plus chers et notamment à côté de chez moi, on me proposait des affaires sur des biens qui étaient à vendre à 3 000 € du mètre carré, qui étaient pas du tout rentables, d'un point de vue locatif, mais qui l'étaient d'un point de vue marchand. Parce qu'on me les proposait à 3 000 € du mètre carré, ça valait 4 000-4 500 du mètre carré sur le secteur. Et donc au bout d'un moment, tu dis non une fois, tu dis non 2 fois, après tu dis: «C'est quand même con de louper cette belle affaire» et bah, plutôt que de le faire en locatif, je vais le faire en achat-revente et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre vraiment un pied dans le milieu du marchand de biens, plutôt par opportunité de marché parce que j'en avais marre de voir des bonnes affaires qui me passaient sous le nez parce qu'en locatif, c'était pas rentable, sauf avec une vision patrimoniale, mais qui était pas la mienne, et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer dans le marchand. OK. Et c'est quoi ta stratégie? Il y a plein de types de marchands. Il y en a, qui font des visions, des Ouais. extensions, des surélévations, c'est quoi ta stratégie peut-être justement dans ce marché, à 3 4 500? C'est pas le même marché que, à Paris 16e où rajouter un étage ça vaut le coup. C du coup, est-ce que déjà tu fais le marchand que là? Parce que je sais que Mickaël, il a d'autres associés, Mmh. ils sont à Aix-les-Bains, ils sont à vers chez lui en Moselle. Est-ce que toi, pour l'instant, tu exerces que dans cette zone? Tu exerces dans d'autres zones? Et c'est Non, quoi ouais, que moi tu je me cherches en fait? C'est quoi une bonne affaire pour toi, ouais. indépendamment peut-être du prix? C'est quoi un bon projet peut-être? Moi, je me suis focus sur mon secteur, c'est un secteur que je connais, que je maîtrise bien, donc ça, c'est super important parce que, de se dire: «Ah bah tiens, là, ça se vend, 4 000 € du mètre», mais si en fait tu t'es trompé et que ça se vend plutôt, 3 500 et bah, ton BP, c'est pas du tout le même et ton opération qui était peut-être rentable sur ton tableau Excel, bah, elle l'est peut-être un peu moins, voire pas du tout, en vrai, donc c'est super important de connaître son secteur. Hem, Après moi, mes opérations, j'aime beaucoup la simplicité. Idéalement, ce que j'aime, c'est acheter un truc, en dessous du prix du marché et le revendre sans rien faire. Ça, c'est des opérations sur lesquelles tu as pas des grosses marges, mais tu as peu de responsabilités et peu de frais et peu de délais de portage, donc qui sont assez intéressantes. Sinon, là, j'ai 2 opérations en cours. La première, c'est une division d'un immeuble, un immeuble qu'on met même pas en copropriété, ce qu'il était déjà. Donc on a acheté l'ensemble des lots d'habitation qu'on revend à la découpe. Donc on les revend, on a acheté l'immeuble en gros et on revend appartement par appartement après les avoir rénovés. Et une autre, c'est un appartement tout simple qui est en un lot de copropriété, qu'on a acheté pas cher parce qu'il est en mauvais état, qu'on va rénover et qu'on va revendre avec essentiellement que du travaux de seconde. OK. Est-ce que, tu as des seuils à partir desquels, tu estimes que faire du marchand, par exemple, refaire l'appartement, tu vois, tu as dit à Chartres, c'est 2 000 à 3 000 € le mètre carré. Là, Ouais. en général, selon moi, en tout cas, souvent, on s'y retrouve pas. Enfin, on n'arrive pas parce qu'il faudrait acheter à 500 € le mètre carré, ce que tu arrives pas. Voilà, c'est quoi un peu tes prix de sortie? Enfin, typiquement sur ce genre de bien, tu refais un bien, c'est quoi un peu ton prix de sortie minimal, que tu te fixes? Moi, je pars toujours de mon prix de revente. Mon prix Ouais. secteur, il est de 4 000 €, 4 500 là. Si ce bien-là, mon prix secteur, je suis à 4 500 € du mètre carré, OK. Vu l'état, je provisionne 700-800 € du mètre carré de travaux. Donc si je prévois de le revendre 4 500, je retire 800 € du mètre carré de travaux, donc ce qui me fait 3 700. C'est-à-dire qu'il faut que je l'achète, après en rajoutant les frais financiers et cetera, il faut que j'achète, je dis n'importe quoi, un maximum 3 100 ou 3 200 € du mètre carré. Si j'arrive dans ma fourchette, bah, c'est bon, je vais sur l'opération. Si, bah, malheureusement, au terme des négociations, la vendeuse, elle accepte qu'à 3 900, le bien, il est pas rentable, c'est pas grave, Mmh. j'abandonne l'OP et je vais sur une autre. Donc moi, je pars plutôt de mon prix de revente, prévu, C'est ça fixé. qui bougera pas, hein. Contrairement à ce qu'on pense, ça bougera pas. Les prix Ouais, d'achat, ça, on peut les faire bouger, les prix de revente. voilà. Tu en Et concurrence avec après tout le monde, voilà, et après, il donc faut faire des offres et expliquer ses offres et voilà, et sachant qu'il y a également un truc qui est sympa en marchand bien, c'est qu'on a des frais de notaire qui sont réduits. Donc ça permet de faire aussi des économies à l'achat et que le bien, on l'achète pour le revendre relativement rapidement. Et ça, on est très vite copains avec les agents immobiliers parce qu'ils sont pas bêtes et souvent, effectivement, ce qu'on leur dit, qui est une stratégie qui est très répandue dans le domaine de l'immobilier quand on fait du marchand bien, c'est, que l'agent immobilier qui nous apporte l'affaire, on lui redonne et du coup, ça lui fait une double commission. Il a une première pour la commission à revente. la vente, Ouais. on lui redonne l'affaire pour qu'il la commercialise derrière, il a une double commission. Donc souvent, pour aller négocier auprès du vendeur la baisse de prix, il est un petit peu intéressé, donc il est content et il trouve souvent des arguments qu'il n'aurait pas forcément trouvé s'il n'était pas intéressé derrière, quoi. Yes. OK. Trop intéressant. Et tu dirais que ça prend combien de temps en vrai, enfin là, cette activité en tu vois? Parce que tu prends des murs, il y a des trucs qui vont, il y a des trucs c'est sur, je sais pas, sur 1 an.
sur, C'est très variable. Tu vois, là, j'ai une OP que j'ai débouclée l'été dernier, qui est un studio que j'ai acheté, que j'ai revendu en l'état, dans lequel j'ai rien fait. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai, ouvert un contrat EDF à mon nom pour refaire le Diaghilec qui était incomplet. C'est le seul truc que j'ai fait. Donc ce truc-là, entre le temps de la visite, les deux trois fois où je suis passé sur place pour prendre des photos, faire mes plans, pour faire mon dossier de financement, enfin, j'ai peut-être passé, je sais pas, 20 heures, 30 heures au mmh, cumulé et puis j'ai récupéré un billet de 10 000 € dessus. Donc par mmh, rapport au temps passé, et encore 30 heures, je suis large, c'est plutôt rémunérateur. Ce truc-là, il m'a pas pris beaucoup de temps, j'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais voilà, 10 000 €, on crache pas dessus non plus. Donc en termes de risque, et de temps passé, c'était une opération qui était plutôt sympathique, mais avec des petits montants. mmh, Là, l'immeuble sur lequel on est, on l'a visité en juin 2025, il me semble, et on a signé là le 18 février. Et mmh, entre-temps, bah, il y a eu, je sais pas combien d'études qui ont été faites. Nous, on a verrouillé tous les plans, les devis travaux, la gestion des artisans, toute la partie démolition qu'on a fait nous-mêmes. Là, il y a les travaux qui sont en cours, la gestion de projet. On l'a fait financer avec une association, donc il a fallu monter un dossier pour des investisseurs, structurer la société. Et là, aujourd'hui, je dois être, ouais, je sais pas, au moins 200 ou 300 heures passées sur le dossier. Donc, mmh. là, c'est du temps, c'est de la responsabilité qui est derrière, enfin, donc ça dépend vraiment de l'opération et c'est extrêmement variable. Donc après, bah, effectivement, qui dit grosse marge dit généralement, bah, gros travail, et petite marge, plus petit travail, et souvent on a un peu cette corrélation, temps-rendement et emmerdement, quoi. OK. Et tu peux nous raconter peut-être, ton bye bye patron, du coup, c'était jusqu'en 2023, hein, c'est ça que tu as dit que tu étais commissaire de justice? Ouais, exactement. Donc c'est Bon, vraiment la période où moi j'ai cessé enfin c'était mon activité principale, hein. J'étais bien associé dans sûr. une structure. On avait 2 études, une sur Chartres et une sur Orléans. On avait un beau montage. Un peu le ras-le-bol de l'activité, parce que, quand tu as un propriétaire qui vient te voir et que tu lui dis: «Bah, écoutez, là, la prochaine date d'audience au tribunal, c'est dans 12 mois, et dans 12 mois, on ne sait pas ce qui se sera passé depuis», enfin, et c'était ça pour tout. La justice aujourd'hui, c'est très, 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 très compliqué. Je me souviens encore d'une fois d'un gars qui venait nous voir au bureau, qui nous apporte son petit dossier. On lui dit: «Bah non, nous on n'est pas compétent pour ça, il faut aller voir le tribunal». «Ah mais c'est le tribunal qui m'envoie chez vous». «Bah non, nous on peut pas. Juridiquement, on n'est pas tenu et habilité à prendre ce truc, retourne au tribunal». Donc le gars il vient, il retourne au tribunal, le tribunal le renvoie chez nous. Il revient, on le renvoie au tribunal. À la fin de la journée, mon téléphone il sonne: «Oui bonjour maître Thomas, oui, oui bonjour, je suis la greffière du tribunal, je vous appelle pour monsieur machin, qui a fait 36 allers-retours». Je dis: «Bah oui, je comprends pas ce dossier, c'est pas nous». Elle dit: «Oui, oui, vous avez raison, il a été mal aiguillé parce que là en ce moment on a des problèmes de personnel. Les gens qu'on a à l'accueil, c'est des intérimaires. Il y en a un, c'est un boulanger et l'autre un garagiste». Donc, véridique, tu vois? Et donc, c'était ça pour tout. Donc, au bout d'un moment, ras-le-bol. Et pareil, après, bah, conflit d'associés qui a mis un peu le feu aux poudres. À la fin, c'était une situation qui était très, très compliquée avec un de mes associés, ce qui fait que c'était plus possible. Et du coup, ça, voilà, les deux combinés, plus les autres projets que j'avais commencé à lancer à côté avec le marchand de biens que j'avais déjà commencé, avec mon application de gestion locative que j'avais déjà commencé également. J'avais d'autres projets à côté. Je me suis dit: «OK, va voir ailleurs ce qui se passe, tu as d'autres opportunités», et c'est ce qui a fait que j'ai fait mon switch de mon activité professionnelle d'huissier vers mon activité, on va dire, multi-entrepreneuriale, immobilier aujourd'hui. OK, trop intéressant. Et tu peux nous dire peut-être, parce que c'est aussi un témoignage qu'on n'a pas souvent, un peu, comment, comment on sort d'une association comme ça, où c'est tendu? Il y a parce que du coup, tu as revendu tes parts, je suppose, Ouais, aux associés existants. ouais. Est-ce que c'était sur les mêmes bases de valo que tu les avais achetées? Est-ce que Oh, ça a enfin, été c'est un peu l'offre ça et a la été demande, hein, je suppose, hein, mais voilà, tu es pas toujours en ouais, ça a position de été négocier? très, très compliqué, dans la mesure où c'était vraiment, enfin, c'est un conflit en plus qui est parti de broutilles, hein, mais c'est un peu Comme souvent. c'est comme une histoire de couple, hein. Des fois, c'est Mmh. une chaussette qui est pas rangée, puis après ça part en pugilat et tu finis par divorcer parce que le truc qui a mis faux pouille, c'est ta chaussette qui était mal rangée. Là, ça a été un peu le cas aussi, et à la fin, c'était arrivé que pendant 6 mois, on se parle pas, quoi. Sauf que quand tu as 13 Mmh. salariés à gérer à côté, que tu as 2 patrons qui se parlent pas et qui sont à 2 doigts de se mettre sur la gueule, c'est un peu compliqué. Et donc ça a été super compliqué, pour pouvoir sortir de ça. Ça a mis 2 ans. On a mis 2 ans à pouvoir sortir parce que, tout était prétexte à discussion et à négociation. Effectivement, les parts, bah, qu'est-ce que ça vaut? Comment on les valorise? Selon quel Mmh. principe? Est-ce que par rapport aux résultats, par rapport au chiffre d'affaires? Qui les examine? Est-ce que c'est le comptable en charge de la structure? Est-ce que c'est un expert comptable indépendant? Mais si c'est le tien, pourquoi ce serait pas le mien? Si on en a 2, on fait quoi? On prend la meilleure, la moins bonne, la moyenne des 2. Enfin, tout était soumis à discussion, à prétexte, à négociation. Après, en plus, il y avait des avocats qui sont rentrés dans la boucle. Ça rendait les choses encore plus compliquées.
Ce qui fait qu'initialement, sur les 3 associés, moi je m'entends encore aujourd'hui, très bien avec le troisième associé et on était un petit peu 2 contre 1 et donc en étant 2 contre 1, c'était celui qui était en minorité avec lequel on s'entendait plus qui devait partir, qui était en plus le plus âgé et sauf qu'au dernier moment, bah, il a dit: «Non, moi je pars pas et si vous voulez qu'on se sépare, bah, c'est vous qui me vendez vos parts, quoi». Et donc il s'est mis à faire une situation de blocage et après, bah, tu te dis, soit tu pars aux tribunaux pendant des années avec ton fonds Mmh. de commerce, bah, forcément ton activité qui décroissent, hein, quand tu as aujourd'hui enfin quand tu as une activité économique avec, 2 gérants qui peuvent plus se voir, forcément ça répercute sur l'activité. Donc tu dis: «Est-ce que je me bats pendant 2 ans pour un bateau qui va finir au fond de l'océan ou est-ce que, bah, Mmh. je prends ma barque, mon canot de sauvetage et je vais voir sur le bateau d'à côté si c'est plus sympa?» Et finalement, c'est ce que j'ai fait et voilà. Et après tu finis par dire amen un petit peu à tout parce que, la seule chose que tu veux c'est de sortir un peu de ce truc-là. Sachant qu'en plus, bah, profession juridique, hein, donc ça bataille, les avocats, les argumentations, les machins. Mmh. Non, la virgule ici, elle veut pas dire ça, elle veut dire ça, machin, machin. Enfin, les les professions juridiques, surtout, si vous avez des locataires, prenez pas des locataires avocats, huissiers, notaires. Enfin, c'est les pires, ils trouveront C'est toujours quelque ça. chose à Ça, redire. c'est les pires et au-dessus de ça, c'est les profs, hein, je vous le dis et et eux, ils sont bien au-dessus des chômeurs, par exemple. Ouais, Donc mais mais du coup, ouais, ça a été très compliqué et la seule moyen de sortir, bah, c'était un petit peu d'accepter d'arrêter de tirer la couverture parce que chacun tire la couverture vers soi et du coup de dire un petit peu amen à tout et voilà après moi à la fin, tu vois, tu en as tellement marre que la seule chose que tu veux, c'est t'en aller et du coup, bah, tu es prêt à vendre un peu moins cher, à vendre à des conditions qui sont pas forcément super favorables et voilà et au moins tu vends et tu passes à autre chose, quoi. comme Et dans les le défaut qu'on séparations. avait également, Vous êtes c'est séparés, vous que connaissez bien ça, de ouais. couple, quoi. C'est un peu ça aussi, quoi, c'est Et surtout, moi, j'invite tout le monde, dès que vous voulez vous associer, faites un pacte d'associés. Parce que nous, le problème, c'est qu'on n'avait pas de pacte d'associés. Si on avait eu un pacte d'associés, on aurait pu, mais gagner du temps et de l'argent, parce qu'un pacte d'associés, il prévoit tout ça. Il se dit: «OK, si demain on s'entend plus, qu'est-ce qui se passe? Qui part? Selon quelles conditions? Selon quelle méthode comptable?» Là, si on avait eu un pacte d'associés, c'était très simple. On a un document qui régit tout ça. OK, on est dans ce cas-là, le pacte, on l'a tous signé, il prévoit ça, 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 on fait ça, 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 ça. Là, le problème, c'est qu'il y avait rien qui était fixé, donc tout était soumis à discussion et c'est assez compliqué à gérer, moralement ça pèse, enfin voilà et quand ça dure mmh, aussi longtemps, c'était pas forcément une période très agréable. bien sûr. Yes. C'est vraiment on peut faire le parallèle, je pense, avec, des Ouais, clairement. séparations, voilà. OK. Bah, peut-être le dernier point, ça on a vu, ça on a vu. Calimo, donc j'avais reçu, Mickaël Nickel. dessus. Tu peux peut-être nous en qu'est-ce que tu fais toi là-dedans? Donc c'est un logiciel sur internet, pas mal de personnes, même des coachés à moi, je leur ai déjà recommandé, ils utilisent ça. Hem Et ils sont satisfaits, hein. Franchement, voilà, je suis pas Ouais, payé top. pour dire ça. Toi, c'est quoi ton rôle là-dedans? Qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, je suis cofondateur de Calimo, donc Vous ce êtes 4, logiciel, hein, on je l'a pense, hein, de souvenir, hein? Ou ouais, 3? aujourd'hui, on est plus que 3. OK. Le logiciel, on l'a créé, on l'a créé et pensé à 2, avec mon associé Théophile qui est cofondateur historique. Moi, j'avais déjà de mon côté pour gérer mes locations, j'avais commencé à faire un benchmark des différents logiciels qui existaient, que j'avais essayé. Sauf qu'il y en a un, tu générais un contrat de location, c'était truffé d'erreurs et tu allais droit au casse-pipe, c'était pas possible. Il y en avait un autre, bah, c'était pas mal, mais tu pouvais pas faire d'état des lieux, tu avais un petit formulaire, horrible. L'autre, tu faisais pas les locations commerciales, enfin il y avait toujours un truc qui allait pas, c'était, des interfaces qui étaient horribles, qui étaient vieillottes, il y avait pas de support client, tu avais rien et moi je me suis dit: «OK, bah, je vais créer un logiciel de gestion locative», j'avais ça dans ma tête. J'ai contacté quelques développeurs, j'ai fait des devis, j'en avais pour 200 ou 300 000 €. Je me suis dit: «Bah, finalement, je vais peut-être pas faire mon logiciel de gestion locative». Et c'est là que j'ai rencontré Théophile qui lui est développeur et j'ai vu qu'il avait, au travers d'un post Facebook, qu'il avait également le même projet et du coup, je l'ai appelé, je me suis présenté et je lui ai dit: «Voilà, moi j'ai ça en tête». Il m'a dit: «Bah, écoute, moi j'ai exactement la même vision du truc». On s'est dit: «Bah, vas-y viens, chaud, on monte un truc ensemble». On se connaissait pas du tout et il a dit: «Bah, vas-y chaud» et c'est comme ça qu'on a commencé à créer le logiciel en 2023 et qu'on a construit au fur et à mesure des années, qu'on a enrichi et aujourd'hui, c'est un logiciel qui permet, bah, pour tous les particuliers au sens large qui sont SCI en nom propre, de pouvoir gérer leur location, tous les types de location, habitation, commerciale, tous les modes d'exploitation, uniquement en longue durée. On ne vient pas gérer la location courte durée et qui permet à un propriétaire
de pouvoir gérer de A à Z sa location. Donc nous, on vient lui fournir tous les outils pour qu'il puisse gérer comme un pro, depuis l'édition des contrats de location, mise à jour de la réglementation, en passant par des états des lieux que tu peux faire depuis ton smartphone avec photo, des modules de régularisation de charges, de révision de loyer, le suivi comptable, la synchro bancaire qui vient détecter automatiquement le paiement de ton locataire, qui te le met en compta, qui lui envoie la quittance. On a mis beaucoup d'utilisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre dada, c'est de dire, et notre promesse, c'est de dire aux propriétaires, aux investisseurs immobiliers, Calimo, c'est vraiment le logiciel qui vous permet de gérer comme un pro sans y passer des heures. Parce que nous, ce qu'on a voulu mettre en place principalement, c'est de l'automatisation et de la simplification. Et aujourd'hui, on a aussi bien des utilisateurs qui l'utilisent avec un seul bien, qu'on travaille avec des foncières, des gestionnaires de résidences étudiantes qui ont 200, 300, 400 biens et des grosses volumétries sur la plateforme. OK. Trop intéressant. Et ça te prend combien de temps, bon, maintenant c'est mature depuis 2023, enfin ça commence à l'être, je suppose. Ouais. C'est quoi? Tu es tous les jours dessus, Ouais, tous les jours, c'est vraiment le gros de mon activité, sachant que c'est un peu comme quand tu fais des travaux chez toi. Tu as fini ta chambre, elle a 2-3 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu remets un coup de peinture et tout. Ouais, c'est Et ça. là, c'est le gros chantier du moment. Aujourd'hui, on est en train de refaire intégralement l'interface, graphique du logiciel, donc il va y avoir, une totale peau neuve et au quotidien et tous les jours, on rajoute des nouvelles fonctionnalités, on vient optimiser ce qui existe. On a également un support client. On est un des seuls logiciels où les utilisateurs, ils peuvent nous contacter en direct par chat, par téléphone, par visioconférence, par email. Donc du coup, il y a quand même aujourd'hui, on a une grosse communauté. On a dépassé la barre des 10 ou 12 000 biens en gestion sur la plateforme, donc ce qui est pas mal. Et donc, bah, du coup, beaucoup de demandes d'accompagnement sur les clients. On accompagne également à la fois sur les aspects techniques, mais les aspects juridiques. Et c'est là que je retrouve un petit peu ma casquette. On a des utilisateurs qui nous contactent. Ah bah tiens, j'ai une galère avec mon locataire, ou j'ai une galère avec l'artisan qui fait les travaux. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Et là, on les accompagne, on les aiguille. Ça fait partie un petit peu du support client qu'on a chez Calimo. Yes. OK, trop bien. Et il y a un dernier point, vu que tu as la double casquette, parce que si on peut revenir juste sur le marchand. Ouais, Hem, Parce qu'en fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens deviennent marchands parce qu'ils sont trop endettés et qu'ils arrivent plus à acheter, globalement. Et moi, je sais que tu as énormément de responsabilités en tant que marchand. Est-ce que ouais. tu pourrais un peu, présenter ces responsabilités et notamment, si je dis pas de bêtises, tu es responsable même si le bien il est vendu et revendu? Est-ce que, Ouais, ouais, donc est-ce que, ouais, tu peux dire un peu, voilà, à quoi il faut faire attention en tout cas si on veut essayer, si on veut faut faire lancer? attention à tout, hein. Quand on est marchand de biens, on est considéré comme un professionnel de l'immobilier. Donc, on est responsable vis-à-vis de ce qui est apparent, de ce qui ne l'est pas. Si jamais j'achète un bien, que je revends en l'état, que je fais pas de travaux et que finalement il y avait des gros problèmes, des malfaçons, et cetera, je suis responsable vis-à-vis de mon acquéreur. Après moi, j'ai un recours vis-à-vis de mon vendeur, mais si mon vendeur en plus est un particulier, il sera plus protégé que moi en tant que professionnel de l'immobilier. Mais j'ai effectivement des obligations d'information. Il y a eu énormément de contentieux là-dessus. Il y a eu des marchands de biens, notamment, j'ai en tête une décision de justice d'un marchand de biens qui avait revendu un projet à un investisseur immobilier. C'était un programme de défiscalisation du de Normandie ou du Malraux, je ne sais plus quoi, qui voulait faire des gros travaux et bénéficier d'un avantage fiscal. Et finalement, bah, le marchand de biens, il avait connaissance de ça. L'acquéreur, donc l'investisseur, a acheté le bien. Et au moment de faire sa déclaration fiscale, redressement fiscal, le fisc lui a dit: «Non, non, là, les travaux que vous faites, ça rentre pas dans le programme de défiscalisation». Qu'est-ce qu'a fait, l'investisseur? Il a attaqué le marchand, défaut de conseil et d'information et il a eu gain de cause et le marchand de biens était condamné à lui payer des dizaines ou centaines de milliers d'euros, j'ai plus les montants en tête, au motif qu'il aurait dû l'informer sur la faisabilité de son investissement parce qu'il avait connaissance qu'il voulait investir en bénéficiant d'un programme de défiscalisation. Donc voilà, c'est plein de trucs comme ça où un marchand de biens, il est responsable de plein de choses, que ce soit du juridique, du technique, du matériel. Donc c'est pour ça, moi, vraiment, tous ceux qui veulent se lancer dans le marchand de biens, aujourd'hui, c'est une profession qui est quand même très à la mode. Attention également aux effets de mode, il y a beaucoup de responsabilités derrière, il y a des gros enjeux, il y a également des notions de TVA qu'on n'a pas en locatif. Si jamais j'achète un immeuble et que je fais des travaux et que l'immeuble il devient neuf, dans ce cas-là, je peux être assujetti à la TVA et payer la TVA. Et des fois, la TVA, si j'ai mal anticipé, peut être supérieure à ma marge. Donc, je vais devoir payer Mmh. plus d'argent à l'État que ce que j'ai gagné sur l'opération. Donc, attention à tout ça. Et vraiment, c'est pour ça le marchand de biens, Ça l'impératif s'enfonce du pas. marchand de biens avant de se lancer, c'est de se former. Quand on veut jouer à un nouveau jeu, le tout, c'est de connaître les règles du jeu. Donc, il faut vraiment bien se former, se faire accompagner par des gens sérieux pour avoir vraiment conscience de ce que c'est ce métier. Il y a des grosses marges qui peuvent être réalisées. Il y a aussi des gros risques. OK. OK, OK. Et
Et juste d'un point de vue, si jamais il y a des manquements, c'est la société de marchand qui est mise en cause ou ça peut être directement toi, personne physique? Je suppose ça dépend à quel point de la gravité et tout, un peu comme pour les manquements graves et répétés pour les Ouais, impôts, tout ça. C'est un ça peu va être la société qui va être responsable. Après attention, si c'est vraiment de la dissimulation et que ça peut relever de la qualification pénale, de l'escroquerie, de machin, de chef d'accusation beaucoup plus grave, dans ce cas-là, le gérant peut être tenu responsable personnellement, mais principalement pour tout ce qui va être responsabilité, ça va être la société. Donc c'est pour ça on voit beaucoup des montages où on fait une société par type d'opération. Ça peut avoir des avantages, ça peut avoir des inconvénients, ça va nécessiter beaucoup de frais de comptabilité ou autre. Notamment après quand on a des structurations plus avancées, ou par exemple si j'ai ma holding qui va détenir mes sociétés de marchand de biens, que mes sociétés de marchand de biens vont faire remonter la trésorerie. Si je veux bénéficier par exemple de ce qu'on appelle le régime mère-fille, qui permet d'avoir un frottement fiscal beaucoup minime et pas payer 2 fois l'impôt sur les sociétés, ben dans ce cas-là, il faut que ma société, ma holding, détienne pendant au moins 2 exercices ou 2 années, je sais plus, la société fille. Donc c'est-à-dire que mmh, ma société de marchand, il faut qu'elle reste ouverte pendant encore au moins 2 ans. Donc il y a quand même des délais, voilà, qui font que la société va rester ouverte. Donc attention à ça, de se dire: «Non, non, de toute façon, moi, je fais une opération avec ma société, c'est pas grave, je fais du camouflage, je fais de la magouille et de toute façon, je ferme la boîte et je suis plus responsable». Il y a des cas où ça va marcher, il y a des cas où ça va pas trop marcher et voilà. Après, c'est en fonction de chacun. Moi, personnellement, je préfère dormir sur mes 2 oreilles la nuit, bien peut-être sûr. encaisser, 10 000 € de marge au lieu de 17 000 parce que j'aurais fait plus de travaux que ce qui était prévu. Mais au moins, je sais que ce que je revends, c'est propre et que j'ai pas voilà, derrière, on m'appellera pas parce qu'il y a un incendie dans l'immeuble parce que l'électricité était pas aux normes. Yes. Et comme toujours, faut bien acheter pour pouvoir se permettre de payer Ouais, des travaux supplémentaires exactement. et dormir tranquillement. OK, trop bien. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, hein. Merci, pour, vous auriez pu devoir payer, hein, pour avoir, toutes ces infos. Si on veut te retrouver, comment on fait? Sur, Instagram, sur LinkedIn aussi, je suis surtout actif sur LinkedIn, donc pour échanger, voilà, Instagram ou LinkedIn. Sur Instagram, c'est nico.thomas78, Thomas comme le prénom. Sur, LinkedIn, Nicolas Thomas, mon nom de famille. Après, voilà, vous pouvez également venir échanger avec nous sur Calimo, Calimo, Qalimo. Vous pouvez aller voir sur notre site, il y a le chat en ligne. N'hésitez pas à venir échanger, avec nous et voilà, si vous voulez venir nous essayer, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. OK, bah, écoute, merci beaucoup Thomas, Thomas, Nicolas Thomas et puis, bah, à très bientôt. Ciao. Merci, à bientôt, ciao. Et voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Moi, j'ai appris plein de choses en enregistrant avec Nicolas et non pas Thomas. Pour rappel, grosbillet.com/Claude, vous avez mon programme sur Claude et notamment Claude Cowork pour les investisseurs. Comment il peut vous permettre de ne plus faire le travail d'un stagiaire et même de remplacer un assistant qui vous coûterait plus de 1 500 € par mois. Donc grosbillet.com/Claude. Et sinon, si vous voulez tester Calimo, vous avez, ou alors tout simplement rejoindre, vous avez le lien en description. BBP 15 et bah, si jamais vous voulez, vous êtes intéressé par les prochains événements que je vais organiser, écrivez-moi un email ou un message sur Instagram info@byebyepatron.net. Voilà, je vais rentrer chez moi, je vais mettre toutes mes affaires au clair, tout ce que j'ai pas fait depuis 2 semaines en profitant, des paellas, des tapas, des tinto verano et bah, de la mer et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. À très bientôt. Bye.